L'an dernier, j'ai quitté mon CDI 6 mois après avoir lancé ma chaîne YouTube et aujourd'hui, on va voir ensemble tout ce que j'ai mis en place pour en arriver là. Pour ça, je vous ai préparé une petite stratégie étape par étape en 2 vidéos pour que vous puissiez vous aussi réussir votre création de contenu, mais surtout en faire une activité génératrice de revenus. J'espère que cette nouvelle série entrepreneuriale va vous plaire et n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous faites sur YouTube ou ce que vous comptez faire, ça m'intéresserait beaucoup de savoir tout ça. Alors c'est sûr que cette vidéo est un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Pour ceux qui me découvrent, sachez que je fais majoritairement des vidéos de budget et d'investissement ici, mais étant donné mon parcours et suite à vos nombreuses demandes, j'ai décidé d'explorer une nouvelle thématique sur comment faire de YouTube un business. Je pense que la vraie question qu'on se pose tous aujourd'hui à propos de YouTube, c'est comment faire pour se démarquer et pour que ça marche, donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Et dans une deuxième partie, donc dans une future vidéo, on va plutôt se focaliser sur tout ce qui va être générer des revenus, donc plutôt sur la partie business de YouTube. C'est un sujet assez vaste et surtout qui me passionne, donc je suis super contente de vous en parler aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai pas mal d'idées pour aller plus loin là-dessus, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de contenu vous plaît. Et si vous êtes vraiment motivé et que vous voulez faire ça sérieusement, sachez que je vous ai préparé un document PDF à télécharger gratuitement dans la description. Ce document, c'est un petit peu comme une sorte de guide ou de livret que vous pouvez imprimer et compléter au fur et à mesure de la vidéo si vous le souhaitez. Sans plus tarder, on y va pour la première étape qui va être de définir vos plateformes. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que YouTube est ou sera votre plateforme principale, que j'aime aussi appeler notre camp de base. Mais quand on devient créateur de contenu, vous allez vite comprendre qu'on a besoin de se diversifier pour gagner en visibilité. Diversifier son contenu, mais aussi ses plateformes pour avoir plusieurs cordes à son arc et ne pas dépendre d'un seul fil. Si vous choisissez YouTube comme plateforme principale, je pense que ça doit être un petit peu comme votre safe place, la plateforme que vous connaissez et maîtrisez le mieux. Idéalement, c'est aussi celle sur laquelle vous consommez le plus de contenu, parce que après ça va être beaucoup plus facile de comprendre l'algorithme. Et une fois que vous aurez commencé à produire du contenu sur YouTube, donc dans un deuxième temps, vous allez pouvoir vous focaliser sur vos plateformes secondaires. Donc là, ça peut être par exemple TikTok, Instagram, Twitch, LinkedIn, Facebook, etc. Chaque plateforme est très différente et vous n'allez pas créer les mêmes communautés sur chacune d'elles, donc je vous invite vraiment à vous renseigner sur les plateformes que vous souhaitez apprivoiser. Et si vous voulez mon avis, YouTube est la plateforme sur laquelle vous allez vous créer la communauté la plus sincère et la plus fidèle, mais aussi celle où potentiellement vous aurez vos meilleures opportunités financières. Malheureusement, c'est aussi l'une des plateformes où il est le plus difficile de réussir actuellement, notamment parce qu'elle est focalisée sur les formats longs. Et sur ces formats, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais c'est très difficile de réussir à capter l'attention des spectateurs sur une longue durée. Et en plus de ça, ce sont des formats qui demandent beaucoup de travail. Et ce qui se passe aussi, c'est que les attentes des consommateurs ont nettement évolué, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. On passe maintenant à la deuxième étape qui va être de trouver votre niche, c'est-à-dire de quoi vous allez parler. Et sur ce point-là, les tendances nous montrent que les stratégies ne sont pas les mêmes que sur le YouTube de 2015, où il suffisait pratiquement d'allumer sa caméra pour se faire connaître. Alors c'est pas non plus une vérité générale, mais disons qu'avant on s'abonnait plus facilement aux gens juste parce qu'on les admirait et qu'ils partageaient leur vie qu'on trouvait inspirante, et d'ailleurs parfois c'était à peu près tout. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que consciemment ou inconsciemment, l'audience recherche principalement ces trois choses: s'identifier, se divertir et apprendre quelque chose. Et si vous ne réunissez pas ces trois choses dans des proportions différentes évidemment, alors potentiellement ça risque d'être plus compliqué pour vous de réussir sur la plateforme. Par rapport au premier point, donc l'identification, je pense qu'on est nombreux à l'avoir constaté en tant qu'utilisateur, on recherche de plus en plus d'authenticité et de sincérité. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a plus envie de suivre quelqu'un juste parce qu'il est beau ou qu'il a une belle vie. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, on utilise de moins en moins le terme d'influenceur et on parle de plus en plus de créateurs de contenu. On préfère se voir comme des créateurs plutôt que comme des influenceurs, mais c'est aussi parce que le public en attend un petit peu plus de nous. Ensuite, par rapport au deuxième point, se divertir, c'est vrai aussi que quand on se rend sur la plateforme, en général, on recherche un petit peu de divertissement. Et croyez-moi que réussir à divertir correctement, c'est de plus en plus difficile, étant donné que notre temps d'attention diminue à cause des formats courts notamment, mais ça c'est un autre débat. Ça veut aussi dire qu'il va falloir qu'on trouve des idées toujours plus créatives, dynamiques et originales. Et enfin, le dernier point, c'est l'apprentissage, tout simplement parce qu'on passe déjà tous énormément de temps sur notre téléphone, donc si on pouvait éviter d'en perdre, ce serait pas mal. C'est pour ça qu'en tant que créateur, je pense qu'il faut que notre contenu apporte quelque chose à notre communauté. Et là, c'est très large, ça peut être vraiment de petits apprentissages, on parle pas forcément de contenu purement éducatif ici, on est bien d'accord. Et bien sûr que le pur divertissement et le pur lifestyle existeront toujours sur la plateforme, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de démarrer une chaîne YouTube et de réussir si on se contente uniquement de ça, entre guillemets. Donc pour moi, les premières questions à se poser quand on définit sa niche, c'est: qu'est-ce que mon contenu apporte? À quel besoin il répond?
qu'est-ce que j'ai de différent à apporter et de quoi pourrais-je parler pendant des heures et surtout des mois, parce que ça aussi c'est important, la pérennité de votre niche dans le temps. Évidemment, il faut que ce que vous proposiez vous inspire suffisamment. Pour vous donner quelques exemples, parmi les niches qui marchent le mieux, on va retrouver tout ce qui va être DIY, maternité, cuisine, jeux vidéo, technologie et bien sûr finance. Mais du coup, ce sont aussi des niches sur lesquelles il y a pas mal de compétition. Donc je pense que si vous vous lancez dans l'une d'elles, c'est bien de faire un petit état des lieux de ce qui existe déjà. Le but étant d'essayer d'apporter quelque chose de complémentaire. Attention quand même à un point ici, si vous choisissez une niche qui est trop précise, alors ça risque d'être difficile pour vous de vous faire connaître et en plus de ça, vous risquez d'arriver très vite à court d'idées. Si au contraire vous choisissez une niche qui est trop large, qui ne cible rien de précis et que vous partez un petit peu dans tous les sens, alors là, l'audience aura beaucoup plus de mal à s'abonner parce qu'elle ne comprendra pas votre message. Donc l'idéal pour moi, c'est vraiment de trouver une niche qui vous passionne, qui soit utile pour un certain type de public et qui ne soit ni trop large ni trop restreinte pour garder une certaine marge de manœuvre. Donc personnellement, j'ai choisi ma niche, les finances personnelles. Ensuite, au sein de cette niche, j'ai défini des sous-thématiques parce que je pense que c'est quand même intéressant de chercher à se diversifier un petit peu. J'ai choisi en l'occurrence l'immobilier, l'investissement en bourse, la gestion de budget et depuis peu l'entrepreneuriat. Je pense effectivement que surtout aujourd'hui c'est une bonne approche d'essayer d'avoir des sous-thématiques dans sa niche principale en veillant quand même à ce qu'elles aient tout un point d'ancrage les unes aux autres. Pour ma part, il y a 2 points d'ancrage communs à toutes mes niches. Le premier, ça va être l'argent, et le deuxième, c'est mon expérience personnelle, puisque je m'appuie sur mon vécu pour créer mes vidéos. Et peut-être dernier point par rapport à cette histoire de niche, mais j'entends souvent dire que sur YouTube, ça vaut plus la peine de se lancer parce que tout a déjà été dit. Je pense sincèrement que ce n'est pas le cas, et que surtout, il n'y a pas besoin de venir révolutionner un sujet. Des fois, juste prendre un thème qui a déjà été traité, mais y apporter une petite touche personnelle, un peu plus de rigueur, un montage de meilleure qualité, plus d'authenticité, etc., bah ça peut suffire. J'aime pas cette idée de dire que YouTube est saturé, parce que pour moi, YouTube n'est pas saturé de bon contenu. Donc si vous pensez que vous avez vraiment un bon contenu à apporter, alors je vous encourage à vous lancer. Pour tout vous dire, j'aurais jamais cru en être là aujourd'hui, et si j'avais écouté ce genre de discours, bah, je serais potentiellement passée à côté d'une opportunité qui a changé ma vie. On arrive à la 3e étape de la stratégie, qui est de définir votre direction artistique. Qu'est-ce qui fait que votre chaîne vous représente et ne représente pas quelqu'un d'autre? Je pense que ce point-là est vraiment important aujourd'hui, et d'autant plus si vous voulez monétiser votre contenu. Notre attention est tellement mise à l'épreuve avec tout le contenu qu'on consomme que je pense que quand on voit l'une de vos vidéos, il faut qu'on comprenne tout de suite que c'est vous. Que ce soit par le storytelling, votre prestance, votre montage, votre créativité, il faut qu'on vous reconnaisse. Et là, j'ai vraiment quelque chose de très important à vous dire, c'est que pour beaucoup de types de contenus, si vous ne montrez pas votre visage, alors ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour vous de réussir. Si vous choisissez de ne pas montrer votre visage, je pense que dans tous les cas, il faut que vous ayez quelque chose qui vous représente et qui soit récurrent dans vos vidéos. Ça peut être par exemple un personnage animé de jeux vidéo ou un dessin. Aujourd'hui, et je vous le disais tout à l'heure, mais faut pas oublier qu'on recherche de plus en plus d'authenticité et de simplicité, mais surtout une connexion avec les personnes qu'on suit. En fait, c'est assez paradoxal parce qu'on passe de plus en plus de temps sur nos écrans et en même temps, on recherche du contenu qui soit de plus en plus humain. Donc mon conseil là-dessus, c'est vraiment d'oser apporter une touche personnelle et de sortir de votre zone de confort. Ça reste mon avis, mais très sincèrement, je pense que c'est la meilleure façon de réussir sur les réseaux aujourd'hui. Pour trouver vos idées de style, je dirais que c'est tout à fait ok au début de s'inspirer d'autres créateurs et si possible dans des niches différentes, c'est encore mieux. On évite le copier-coller pur et dur, on est tous d'accord pour dire que c'est pas très honnête et que c'est pas efficace non plus. N'oubliez pas quand même que l'idée derrière tout ça, c'est que vous définissiez votre propre style et que ce soit quelque chose de solide sur la durée, même s'il faut garder en tête qu'il va beaucoup évoluer au fil de votre parcours et c'est complètement normal. Donc si vous avez le document PDF sous les yeux, je vous invite à noter 3-4 créateurs qui vous inspirent en expliquant pourquoi. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, juste noter des polices d'écriture qui vous inspirent dans certains contenus, des transitions, des effets de montage, etc. Finalement, ce document-là peut être considéré comme votre mood board sur lequel vous reviendrez si jamais vous manquez d'inspiration. Et par rapport à votre style, le dernier truc hyper important que je voulais vous dire, c'est de ne pas vous comparer à des créateurs qui font des vidéos depuis des années. Faut pas oublier que vous en êtes à l'étape 3 du plan, donc s'il vous plaît, ne vous comparez pas à ceux qui ont déjà toute une équipe derrière eux, un manager, une caméra à 5000 €, etc. Chacun son rythme, c'est important de s'inspirer oui, mais pas de viser quelque chose qui ne correspond pas du tout à votre niveau actuel. On continue avec l'étape 4 du plan, maintenant que vous avez vos plateformes, votre niche, votre style, l'étape d'après ça va être de préparer votre contenu. Et là pour commencer ça va être très simple, je vais vous demander d'essayer de trouver 10 idées de contenu par rapport à votre niche. Notez vraiment tout ce qui vous passe par la tête, même si c'est pas le titre définitif, c'est pas l'objectif, l'idée c'est vraiment de voir si votre niche est assez riche.
Et alors si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être à ce moment-là qu'il va falloir revoir la pertinence de votre niche. Personnellement, c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai commencé. J'ai pris une feuille blanche et j'ai noté des idées. Je crois même que j'avais noté bien plus que 10 idées, et parmi celles-ci, il y en a certaines qui se sont transformées en réelles vidéos et d'autres que finalement j'ai mises de côté. Ensuite, la première question à vous poser, c'est est-ce que vous voulez scripter vos vidéos? En ce qui me concerne, j'ai mis pas mal de temps à trouver un mode de fonctionnement qui me convienne. Au début, je notais simplement des idées clés sur une feuille, mais je me suis rendu compte qu'en faisant ça, finalement je partais dans tous les sens face à la caméra. Ensuite, j'ai essayé de scripter et de lire tout mon texte, donc un petit peu comme avec un prompteur, et là clairement ça manquait cruellement d'émotion, parce que je pense que j'étais pas du tout assez à l'aise face à la caméra pour faire ça. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je scripte tout, je ne lis pas mon texte, mais par contre je le laisse constamment sous mes yeux, et je vais m'en inspirer tout en ajoutant une certaine part de spontanéité. Donc voilà, par rapport à ça, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez et avec quel mode de fonctionnement vous êtes le plus à l'aise. Par rapport au script, je vous conseille simplement d'éviter d'utiliser ChatGPT à outrance. Je trouve que les scripts pondus par ChatGPT sont très impersonnels et souvent il manque pas mal de fond. Mais voilà, je rejette pas non plus entièrement l'IA, je pense que ça peut être assez utile pour tout ce qui va être brainstorming d'idées ou pour vous aider à reformuler certains paragraphes si vous le souhaitez. Personnellement, c'est principalement pour ça que je l'utilise, mais ça s'arrête là. Petit conseil général, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la structuration de script, comme pour définir votre niche finalement, je vous invite à déterminer un fil conducteur par vidéo. Pour chaque contenu, demandez-vous à quelle question est-ce que vous répondez et est-ce que chaque paragraphe répond à la question. Ensuite, mettez vraiment l'accent sur les 30 premières secondes de la vidéo qu'on appelle aussi le hook. Alors là, je parle bien sûr pour les vidéos longues, mais pour les shorts, ce hook va être beaucoup plus court. Dans tous les cas, l'objectif à avoir en tête, c'est que les gens qui cliquent sur votre miniature restent le plus longtemps possible sur vos vidéos. Vous verrez que même si vous faites des hooks qui sont exceptionnels, de manière générale, environ 50% des gens quittent la vidéo dans les 30 premières secondes. C'est très frustrant, on est bien d'accord, mais c'est aussi pour ça qu'il faut essayer de travailler au maximum cette première partie. On passe maintenant à la 5e étape, qui est de préparer votre matériel. Par rapport à ça, il va falloir que vous vous posiez 4 questions. Comment est-ce que vous allez filmer, enregistrer le son, monter la vidéo et réaliser la miniature? Alors là, majoritairement, je vais parler du contenu face caméra parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, mais si vous faites un autre type de contenu, n'hésitez pas à ajuster un petit peu ses propos. Pour filmer, on entend souvent dire que notre téléphone fera très bien l'affaire au début, et je pense que c'est vrai si vous avez un bon téléphone, mais je vous avoue que j'ai quand même eu envie d'acheter une caméra personnellement. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter une caméra, je dirais que le minimum, c'est vraiment d'investir dans un micro. Si le son est mauvais, dites-vous bien que vous allez avoir du mal à capter l'attention de votre audience. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans le kit DJI Osmo Pocket 3 avec la caméra et le micro directement, et franchement j'en suis très satisfaite. La deuxième chose dans laquelle je vous invite à investir, alors peut-être pas pour les premières vidéos mais assez rapidement quand même, ça va être la lumière. Je dirais qu'il en faut au moins une pour éclairer votre visage, qu'on appelle aussi une key light pour lumière principale. Alors pour ça, on va souvent entendre parler des ring lights, vous savez, en forme d'anneau, mais personnellement je suis pas hyper fan parce que je trouve que ça donne un rendu très plat. Je trouve que les softbox vont être beaucoup plus adaptés pour diffuser la lumière correctement, et vous pouvez facilement en trouver sur internet pour une 50aine d'euros. Moi j'ai décidé d'en avoir 2 que je positionne sur les côtés de mon visage, orientés selon des angles différents. Pour être honnête, je suis pas 100% satisfaite de la configuration de mes lumières, alors c'est quelque chose que j'essaie de travailler, mais on va dire que pour l'instant c'est un petit peu le meilleur compromis que j'ai trouvé. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, il y a tout un tas d'autres lumières que vous pouvez ajouter pour essayer d'améliorer le rendu visuel de votre vidéo. Vous pouvez par exemple ajouter des bandes LED ou des lampes de chevet en arrière-plan pour vous créer une identité visuelle et apporter un peu de couleur, mais tout ça je pense que c'est très optionnel et surtout que c'est pas nécessaire quand on débute. Sinon, il y a aussi bien sûr la bonne vieille lumière naturelle, mais attention parce qu'elle peut être très agressive, et le problème c'est que s'il y a des nuages qui passent ou que vous filmez en fin de journée, alors la luminosité va changer au cours de votre vidéo et c'est pas forcément l'idéal. Si vous êtes intéressé par la liste complète du matériel que j'utilise, pensez à consulter la description et je vous mettrai un lien vers ma boutique Amazon. Ça c'était pour la partie matériel de tournage, mais il faut aussi penser qu'il va falloir monter vos vidéos. Personnellement, comme je travaille sur MacBook, j'ai opté pour le logiciel Final Cut Pro et ça me convient très bien, mais vous avez aussi d'autres logiciels comme CapCut ou encore DaVinci Resolve. Et enfin, pour tout ce qui est miniature, personnellement j'utilise Procreate sur iPad ou Canva sur ordinateur en fonction de ce que je veux faire. Pour le moment, j'ai fait le choix de ne pas investir dans la suite Adobe et dans Photoshop parce que ça coûte très cher, mais voilà, là c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. D'ailleurs, vous me demandez souvent quelle formation j'ai suivie, que ce soit pour me lancer sur les réseaux ou pour apprendre les logiciels de montage, et la réponse à cette question est que je n'en ai suivi aucune. Je me suis tout simplement formée en autodidacte à tous ces sujets grâce à la grande diversité de contenus gratuits qu'on trouve sur YouTube ou autres. Certes, ça prend du temps et parfois c'est difficile de faire le tri dans le tas d'informations qu'on a à disposition,
Mais au début, je vous invite vraiment à prendre le temps de le faire et de ne pas chercher à déléguer quoi que ce soit. Déjà au début, il faut bien penser que vous n'allez pas générer de revenus avec votre création de contenu et je pense que ça peut être très vite décourageant si vous voyez de l'argent qui sort pour payer les différentes personnes avec qui vous travaillez, mais que vous ne voyez pas d'argent qui rentre en contrepartie. Et ça, c'est pour le premier point. Et le deuxième point, c'est que quand vous aurez les moyens financiers de déléguer, je pense que c'est quand même mieux de savoir à quel genre de défi votre équipe sera confrontée. Parce que si vous savez exactement comment on monte une vidéo, ça va être plus facile pour vous d'expliquer à votre équipe ce que vous attendez d'une vidéo. En plus de ça, je pense que c'est bien de garder une certaine cohérence dans notre évolution sur les réseaux. Si par exemple vous débutez sur les réseaux et que vous n'avez aucun abonné, mais que vous avez une miniature qui est très professionnelle et un montage hyper qualitatif, vous êtes d'accord avec moi que ça peut paraître un petit peu bizarre pour les gens qui vont tomber sur vos vidéos. Sincèrement, je pense que c'est bien et sain de prendre le temps d'évoluer avec la plateforme. On entend souvent cette phrase et je pense que c'est vrai, mais YouTube c'est vraiment un marathon et pas un sprint. Si vous essayez de griller certaines étapes, je pense qu'à un moment donné, ça ne fonctionnera pas. On préfère tous voir évoluer un créateur à son rythme et progressivement le voir se professionnaliser. Pour tout vous dire, moi j'ai commencé à déléguer le montage à partir de la 26e vidéo longue sur ma chaîne, donc quand même pas mal de temps après que j'ai commencé à percevoir des revenus. Et sachez qu'aujourd'hui encore, je ne délègue pas tous les montages, puisque quand la vidéo n'est pas sponsorisée, comme c'est le cas par exemple de celle-ci, c'est moi qui m'occupe du montage. Et je réalise encore l'intégralité de mes miniatures, même si elles sont pas parfaites, tout simplement parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Petit aparté pour tous ceux qui font ou qui comptent faire du contenu face cam, parce que ça aussi c'est tout un sujet. Je vous en parle parce que personnellement j'ai failli abandonner plusieurs fois à cause de ça. J'ai dû refilmer ma première vidéo 4 fois avant d'avoir un résultat que je trouvais correct et publiable, même si j'étais quand même toujours très frustrée. En fait, ce qui me gêne, c'est que dans la vie, je suis quelqu'un d'assez expressif, et en vidéo, je sais pas ce qui se passe, j'ai un petit peu comme un blocage. En tout cas, j'ai du mal à être 100% moi-même. Aujourd'hui, même si ça va mieux, j'ai quand même toujours un petit peu cette impression. D'ailleurs, dites-moi si vous aussi, vous ressentez ça quand vous filmez vos vidéos. Mais quelque part, je me dis que c'est un petit peu normal et que quoi qu'il arrive, ça s'améliore avec le temps. Si je peux vous donner un conseil, c'est de vous dire que les premières semaines de votre création de contenu seront très expérimentales. Vous allez tester et apprendre pas mal de choses. Et ce que vous pouvez faire pour aller plus loin, c'est d'essayer de vous fixer un challenge un petit peu ambitieux pour chaque vidéo. Et c'est ce que j'ai décidé de faire quand j'ai commencé. C'est de vous dire que à chaque vidéo, vous allez essayer d'apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit une technique sur le montage, un nouveau cadrage pour la caméra, etc. Et on arrive maintenant à la dernière étape de cette stratégie, le point crucial de la vidéo qui est la publication. Un jour, j'ai entendu MrBeast parler dans une interview et dire que nos 100 premières vidéos seront de toute façon ratées. Et pour être honnête, je pense qu'il a totalement raison sur ce point. Et c'est vraiment cette phrase qui m'a donné le déclic de publier la première vidéo. Je me suis dit que de toute façon il fallait bien les faire ces 100 premières vidéos et que ce serait probablement pas les 100 meilleures de ma carrière. Honnêtement, la première a été la plus compliquée à poster avec beaucoup de doutes et de remises en question et aujourd'hui clairement ça va beaucoup mieux. Je pense que ce qui me gênait au début, et à mon avis on est beaucoup à être dans ce cas-là, c'est le regard que notre entourage allait porter sur ce qu'on fait. Et là je pense que c'est important de comprendre qu'en réalité vos proches n'en ont rien à faire de ce que vous faites et que le monde n'arrête pas de tourner. Par exemple, j'ai constaté que la plupart de mes amis ne regardent même pas mon contenu et ça me va très bien comme ça. Si vous produisez du contenu, c'est pour cibler une communauté qui va être intéressée par ce que vous faites et pas vos proches directement. Tout ça pour dire que les premières semaines, à mon avis, c'est très important d'aller au bout de la boucle, c'est-à-dire écrire, filmer, monter, publier et recommencer la boucle encore une fois. Je pense que la publication fait partie intégrante de l'apprentissage et peut aussi vous aider à améliorer vos futurs contenus par la suite. Alors évidemment qu'au début ce ne sera pas parfait, mais plus vous réaliserez de boucles et plus ça va s'améliorer. Maintenant on va parler un petit peu de fréquence de publication. Sur YouTube, quand on débute, la fréquence optimale de publication, ça va être 1 à 2 formats longs par semaine. Pour les shorts, on va être sur une fréquence un peu plus élevée de plusieurs fois par semaine. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'algorithme de YouTube favorise les créateurs qui publient souvent. Évidemment, ça demande énormément de travail et par rapport à ça, je pense que la qualité est presque aussi importante que la quantité finalement. Poster 2 fois par semaine des vidéos qui sont peu travaillées et pas très qualitatives, je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais par contre, je trouve que c'est plus intéressant de poster 1 fois par semaine ou 1 fois toutes les 2 semaines une vidéo longue dont vous êtes à peu près fier. Pour vous donner une idée, quand j'ai commencé cette chaîne, je publiais 1 vidéo par semaine jusqu'à ce que je sature parce que j'avais aussi un autre emploi à gérer à côté. Donc du coup, je suis vite redescendue à un rythme de 2 à 3 vidéos par mois. Je pense quand même que c'est très bien que vous essayez de vous fixer des objectifs de fréquence qui soient un petit peu ambitieux et que vous les notiez pour que ça vous donne une certaine discipline.
Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette première partie sur réussir sa création de contenu. J'espère en tout cas que ça vous aura apporté de la force pour votre cheminement à vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, sachez que je prends beaucoup de plaisir à vous lire à chaque fois. Pensez également à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir mon travail. Et n'oubliez pas que toutes les ressources dont je vous ai parlé sont en description. Et en attendant la partie 2 sur toutes les sources de revenus potentiels d'un youtubeur, je vous invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je vous détaille les miennes, tout ce que j'ai mis en place pour gagner de l'argent durant la première année du lancement de ma chaîne. Prenez soin de vous surtout et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.